Alors, maintenant, je vais appeler le professeur Claire Fekete, qui est avec nous aujourd'hui. Claire est ancien chef de service en chirurgie pédiatrique à l'hôpital Necker. Elle est professeure à l'université René Descartes. Elle va nous parler autour du thème « Lorsque l'imprévu s'invite dans le projet d'enfant ». Alors, et pendant qu'elle monte à la tribune, parce qu'il y a aussi des imprévus évidemment dans le programme de ce matin, il y a des choses qui changent. Irène Frachon a eu un problème professionnel, un problème d'emploi du temps qui fait qu'elle elle s'est levée très tôt pour être avec nous aujourd'hui, et pour tenir son engagement et pour être là, mais elle passera à la suite de Claire Fekete, et Denis Safran a eu la grande gentillesse d'accepter de passer en deuxième partie de matinée. Claire, c'est à vous. Bonjour. Alors, quelle est ma légitimité ici et aujourd'hui? J'ai donc été chirurgien néonatologiste et surtout, grâce à la confiance de Roger Henrion et de Yves Dumez, j'ai été impliquée dès les années 80 dans les très délicates prises de décision quand on avait découvert chez un fœtus, voire même un embryon, l'imprévu. Au cours de la grossesse, le surgissement d'un imprévu est rarement heureux. Surtout cet imprévu, j'y suis un peu extérieure. Si je vais tenter de gérer cette grossesse, c'est l'autre, la femme et l'homme, qui sont atteints. Et je suis touchée que parce qu'ils m'ont confié la surveillance de leur grossesse. Alors, le hasard, c'est un mot arabe. Je ne sais pas le prononcer, Hadzar, et ça désigne un jeu de dés qui a la particularité que dans ce jeu de dés, ni le calcul, ni l'habileté n'ont de part. Alors, la grossesse, ce n'est pas un hasard, mais tout de même, l'imprévu dans la grossesse existe, et si le couple parental prend le risque, pas le hasard, mais le risque d'enfanter, il n'est pas d'accord pour envisager l'imprévu. Moi, je voudrais distinguer l'imprévu prévisible. C'est un risque rarissime, un risque souvent innombrable, risque pour lequel le médecin a choisi sciemment de ne pas informer les parents, ce que lui permet le Code de la santé publique et le Code de déontologie des médecins. Tout différent est le risque non prévisible. Et ça, c'est difficile car les gens, en général, ne l'acceptent pas. Risque non prévisible, ce risque, il est inhérent à la vie. Et tout être humain devrait savoir que tout ce qui est possible adviendra. Adviendra naturellement et adviendra obligatoirement un jour. Le médecin doit être préparé à affronter l'imprévu, imprévisible. Et c'est cette préparation qui compensera un peu son ignorance. Si on ne peut agir sur l'imprévu dans une grossesse, on peut cependant réduire le risque global des imprévus par l'étude et par l'expérience. Encore, faut-il savoir réduire ce risque en ne demandant pas tous les examens possibles et imaginables, maternels et embryonnaires. Pourquoi ? D'abord, ces examens, ils impliquent un risque de perte fœtale. Ensuite, ils sont souvent difficiles à interpréter. Et surtout, si on pratique beaucoup d'examens pour diminuer l'imprévu, on doit faire une information exhaustive au couple parental concernant tous ces risques. Et cette information, elle est possiblement létale si le couple s'affole et recourt à l'interruption dite médicale de grossesse. C'est le problème de la grossesse. Si on accepte le risque de faire un enfant, il faudrait accepter l'imprévu. Si on refuse l'imprévu, il faudrait appliquer complètement le principe de précaution. C'est alors une perte de chance pour beaucoup d'enfants d'être jamais conçus. Alors prenons la situation suivante, tout allait bien et le risque se précise, il y a un imprévu, rare, mais il advient. Le médecin doit alors conseiller le couple sur l'évolution prévisible de cet imprévu et sur les décisions à prendre.
Mal gérer ce moment crucial où on a découvert l'imprévu dans une grossesse, c'est exposer le futur enfant à disparaître par IMG dans l'angoisse des parents. Le médecin devrait pouvoir convaincre et être lui-même convaincu que l'évolution de cet imprévu peut être prévisible avec un risque raisonnable de guérison. Risque raisonnable à opposer à l'imprévu. Encore faut-il savoir que les examens que le médecin va demander, essentiellement imagerie, biologie et génétique, ces examens peuvent être difficiles à interpréter. Et plus on en demande, plus on a de difficultés. Par exemple, un variant génétique peut avoir une expression clinique non évidente. Et alors ? Faut-il s'en remettre aux aléas de la nature et prendre le risque ? Ou faut-il agir selon un principe de précaution en interrompant la vie d'un enfant peut-être indemne de toute anomalie ? C'est ici que la loi française, qui permet l'IMG, interruption médicale de grossesse, jusqu'au dernier moment de la gestation, cette loi est utile, car elle permet un suivi de l'évolution prénatale, suivi qui permet d'affiner le pronostic. Mais pour faire ce suivi, il faudra alors donner confiance aux parents et leur assurer que le médecin restera disponible pour une IMG tardive si le pronostic se dévoile trop sombre. Donc on attend, mais les parents savent qu'on est en accord avec eux si jamais le pronostic est plus sombre. Je prendrai l'exemple d'une anomalie que j'ai beaucoup étudiée et opérée, qu'on appelle maintenant le désordre de la différenciation sexuelle, naguère nommée intersexualité. Ces anomalies atteignent 1 sur 4000 naissances vivantes. Donc tous les ans en France naissent 200 enfants atteints d'intersexualité. Lorsque c'est le premier cas dans la famille, cas princeps dans une famille, cette anomalie est réellement imprévisible. Après la survenue de cet imprévu fondateur pour la famille, en fait, parfois, si on avait fait un interrogatoire extrêmement précis, on aurait pu avoir une suspicion, mais là, c'est un élément apparemment fondateur. Dans 75% des cas d'intersexualité, on va pouvoir, avant la naissance, faire les examens nécessaires, essentiellement biologie et génétique, et préciser exactement la cause de l'anomalie, la cause précise de l'intersexualité. Et alors, avec une cause précise, on peut prévoir l'évolution ultérieure de l'enfant. Néanmoins, on ne peut jamais, même avec l'expérience, quantifier l'extrême souffrance des parents et la future souffrance de l'enfant atteint d'intersexualité. Dans ce cas précis d'imprévu, la découverte d'une intersexualité, il faut une réelle connaissance de l'anomalie. Et il faut aussi, à mon avis, l'alliance de la sincérité et de la compétence dans le discours auprès des parents pour empêcher qu'ils ne recourent à l'IMG. Évidemment, me direz-vous, l'interruption médicale de grossesse n'est pas communément admise dans l'intersexualité, qui n'est pas, selon la loi, une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic. C'est ici, à mon avis, un bon exemple d'imprévu gérable. Et pourtant, cet imprévu particulier, l'intersexualité, génère une émotion et une angoisse sans commune mesure avec ce qu'on peut voir en cas de malformation somatique d'un rein, du cœur même, du poumon. Gérer cet imprévu pour le médecin, c'est savoir utiliser la connaissance des protocoles, la connaissance des algorithmes, mais aussi, j'ose le dire, l'empirisme. L'empirisme, c'est, définition, avoir vu, se ressouvenir et comparer. C'est Parsifal. L'empirisme s'appuie sur l'expérience et pas seulement sur les données scientifiques. Je pense qu'il faut lui laisser une certaine place. Et toujours se rappeler que la médecine est une science qui traite d'un seul individu et qu'aucun cas n'est comparable au cas des protocoles. Au cours de la grossesse, l'imprévu se gère à 3, minimum.
si les grands-parents n'envahissent pas la réflexion et si toute la famille ne s'y met pas en cas d'affection génétique. Et ça se gère à 3 minimum, dans un contexte irrationnel, où il faut tenir compte du facteur émotionnel, du facteur sociologique et souvent religieux, mais aussi des facteurs économiques. Devant cet imprévu, je pense que le médecin doit s'appuyer sur sa vigilance, sur ses possibilités organisationnelles, car il faut prévoir un certain nombre d'examens très spécialisés et le faire dans un délai court, mais sans hâte. Et surtout, le médecin ne peut s'appuyer que sur sa capacité de communication. L'imprévu est ressenti par les parents tout de même comme l'ignorance du médecin, même si c'est complètement faux. Alors, nul besoin d'être un bon orateur, nul besoin de dominer la rhétorique pour avoir un véritable dialogue avec le couple, utilisant une parole, c'est la loi, loyale, claire et appropriée. Selon moi, les êtres humains reconnaissent la parole sincère. Assez souvent, mais pas toujours, ils reconnaissent la parole compétente. Pour se préparer à gérer l'imprévu au cours de la grossesse, le médecin devrait donc avoir un excellent carnet d'adresses pour les bons laboratoires, pour les examens utiles au pronostic. Il devrait s'assurer de l'aide du meilleur spécialiste, puisque c'est imprévu, c'est que c'est très rare, et le médecin ne peut pas connaître toutes les pathologies rares. Donc ce médecin, il devrait aussi faire preuve d'une certaine forme d'humilité. On peut se demander si cet être rare existe. Pour terminer, je voudrais traiter la question opportunité et imprévu. Cette question est particulièrement pertinente au cours de la grossesse. Si la découverte d'une malformation chez une femme à un fœtus est une infortune, le fait de la reconnaître exactement et de permettre au nouveau-né de naître dans un environnement adapté à son anomalie, c'est une grande opportunité. Cela est évident dans les malformations qui atteignent le pronostic vital. L'exemple de la hernie de la coupole diaphragmatique, ce bébé, s'il naît dans un endroit où il a une assistance respiratoire sur place, évitera l'asphyxie et souvent la mort. Mais cela est aussi manifeste dans le cas de l'intersexualité. S'il n'y a pas de diagnostic anténatal, c'est l'effarement au moment de la naissance devant l'ambiguïté des organes génitaux externes. C'est l'impossibilité de faire une déclaration de sexe à l'état civil. C'est l'impossibilité de donner un prénom. Et aussi, c'est le secret qui s'établit dans la famille, dans l'entourage, dans la société, secret dont on connaît et dont on expérimente tous les ans les ravages pour l'évolution extérieure de l'enfant. Avec le diagnostic prénatal, on peut dire que dans 75% des cas, nous aboutissons à un diagnostic exact de l'intersexualité, donc à un pronostic dans l'enfance et après la puberté. Et dès la naissance, l'enfant trouvera une place sexuée dans la famille, et si possible, le secret ne sera pas érigé autour de ce nouvel être. Dans le diagnostic prénatal, il y a donc parfois imprévu, mais en même temps opportunité. L'imprévu n'est pas forcément un désastre. Pour moi, l'imprévu est souvent une grande opportunité pour l'être humain. L'imprévu fait appel à son intelligence pour pouvoir le reconnaître et le transformer. La vie est faite d'imprévus, heureusement. Merci beaucoup, Claire. Je crois qu'il y a aussi une chose qui est très importante, c'est la notion du temps. C'est-à-dire que cette gestion de l'imprévu, la nécessité de travailler collectivement, elle s'inscrit aussi dans un temps qui est très court, sous pression. Vous pouvez parler avec lui.
Il est très long aussi ce temps, 9 mois. Pourquoi je réponds il est très long? Parce que je pense qu'il ne faut jamais la précipitation, l'échographiste qui a sa sonde et qui fait oh en regardant l'image, le gynéco qui dit « Ah, ma pauvre dame !» voilà, ben, non. Il faut jouer sur la longueur. 9 mois, tout de même, on a de quoi faire. On peut prendre des avis, on peut réfléchir, on peut se calmer. Donc, c'est court, mais c'est long. Et grâce à la loi française, nous savons que nous ne sommes pas comme aux États-Unis. Après 22 semaines, il n'y a plus d'interruption médicale de grossesse, sauf un État. Donc là, nous disons, bon, pas de panique, on va voir bien les choses et on a le temps. Si par malheur c'est très grave, on pourra faire une interruption de grossesse plus tard. D'accord. Mais en matière d'identification du sexe de l'enfant, là aussi, le temps n'est pas court. En fait, quel est le temps de... Ah, je dis bon carnet d'adresse, hein, je ne fais pas de... Ouais. Bon carnet d'adresse, tout de suite le coup de fil à la personne qui peut trouver le gène de l'anomalie, tout de suite le coup de fil à la personne qui peut doser la testostérone dans le liquide amniotique. Non, on peut en moins d'un mois savoir exactement. J'ai dit 75% des cas, hein, parce que pour ceux qui connaissent, il y a des hypothèses mauvaises où de toute façon l'évolution ne sera pas bonne. Mais dans 75% des cas, on peut dire voilà comment ce bébé va se développer, voilà ce qui se passera à la puberté. Donc allons-y et inscrivons-le dans sa famille. D'accord. Merci beaucoup. On continuera cette discussion ensuite.